Bonjour à tous, Sabrina Elgers avec vous. Dans cette vidéo, on va présenter le deuxième chapitre du livre The Honeymoon Effect de Dr. Bruce Lipton. Donc, on va résumer le chapitre Love Potions. Donc, d'après Dr. Bruce, il stipule que le honeymoon, ou bien la lune de miel, au fait, c'est une dépendance chimique. Ceci explique au fait pourquoi on devient si misérable et dévasté quand une relation amoureuse se termine. Surtout si votre partenaire décide de finir la relation alors que vous êtes toujours sous l'emprise de l'amour induit biochimiquement ou bien biologiquement. Donc dans ce chapitre, il parle des différents éléments biochimiques et des hormones qui permettent d'expliquer au fait tous ces sentiments d'anxiété, la perte d'appétit, l'euphorie qui caractérisent l'amour humain, ou bien human love. Donc ce cocktail hormonal, il va nous pousser d'abord à chercher un partenaire sexuel. Une fois trouvés, ils vont nous pousser, c'est-à-dire ces hormones-là, ils vont nous pousser à se fixer avec ce partenaire. Après, ils vont nous pousser ou bien nous faire, ils font en sorte qu'on va se lier à ce partenaire assez longtemps pour pouvoir élever un enfant, un nouveau-né qui est complètement sans défense, au moins jusqu'à ce qu'il dépasse la période de l'enfance. Bien sûr, ça ne marche pas toujours comme ça, car il ne s'agit pas d'une équation scientifique, mais plutôt de l'amour entre humains. Donc, il parle d'une chose intéressante ici, c'est ce qu'il appelle la connexion mind-body. Donc, moi, je vais traduire le mind par esprit, par le mot esprit, mais le mind, au fait, il représente tout ce qui est l'intellect, l'intelligence, les idées de la personne. À différencier entre le cerveau qui est le brain, qui est le cerveau physique. C'est pas les idées, c'est pas l'esprit. C'est physique, c'est des cellules, c'est de la matière, au fait. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a une théorie qui est assez intéressante. C'est qu'au fait, nous, on n'est pas esclaves de nos hormones et des différents éléments neurochimiques. Plutôt, on est des autobiologistes. On est des autobiologistes, qu'est-ce que ça veut dire? Avec nos propres idées qui sont dans notre esprit, au fait. Et avec ces idées qui sont dans notre esprit, dans notre mind, on peut créer la potion d'amour qui contrôle les cellules et les tissus de notre corps. Au fait, il s'agit du travail de la connexion esprit-corps. Et cette connexion-là, elle a été longtemps déniée et ignorée par la science conventionnelle jusqu'à récemment. Donc alors, comment il prouve ça? Il prouve ça par une expérience qu'il a fait, une expérience de clonage qu'il a fait en 1967. Donc, alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une cellule unique, il l'a mis dans une boîte de pétri. Cette boîte, elle est constituée d'un environnement, plutôt l'environnement qui est dans cette boîte, il est constitué de sel et de d'autres nutriments. Donc, il se trouve que la cellule, elle se divise chaque 10 heures. D'abord, elle va se diviser en deux. Après, elle va se diviser en 4. Après une semaine, il va y avoir 50 000 cellules dans cette boîte de pétri. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a divisé cet ensemble de cellules en 3 groupes, le groupe A, le groupe B, le groupe C. Bien sûr, toutes ces cellules sont génétiquement identiques. Pourquoi? Parce que c'est la même cellule qui s'est multipliée. D'accord? Donc, c'est du clonage, en fait. Donc, dans le groupe A, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un environnement spécial. Dans le groupe qui est différent de l'environnement qui a été fait dans le groupe B, qui est différent de l'environnement qui a été utilisé dans le groupe C. L'environnement, c'est-à-dire les nutriments qui sont utilisés. D'accord? Donc, le groupe A, il s'est développé, les cellules du groupe A se sont développées en muscles. Les cellules du groupe B, ils se sont développées en des os. Et les cellules du groupe C se sont développées en gras. Donc voilà. Donc cette expérience, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond à une question profonde. Qui contrôle la destinée de ces cellules? Ou bien ce qu'il dit, the fate de ces cells, la destinée. Qu'est-ce qui les contrôle? Est-ce que c'est leur génétique ou est-ce que c'est l'environnement? Donc cette expérience, elle répond à cette question, bien sûr,
c'est le fait que c'est l'environnement qui a été changé ici, parce que les cellules sont génétiquement identiques. Donc, c'est l'environnement qui a changé la destinée de chaque cellule. En une fois, elle est devenue un muscle. Dans le groupe B, elle est devenue des os, un os. Et dans le groupe C, elle est devenue du gras. Donc par conséquent, si l'environnement il est malade, la cellule serait malade aussi. Et si l'environnement il est sain, la cellule serait saine aussi. C'est une découverte qui est très très intéressante. Pourquoi? Parce que ça nous libère au fait de cette histoire de génétique, que j'ai hérité cette maladie de mes parents, que j'ai hérité ce trait de mes parents. Au fait, avec cette expérience, il démontre que en fait, c'est l'environnement qui va définir notre biologie, notre corps, ce qui se passe dans nos tissus. Voilà, et ça c'est super, je trouve que c'est super intéressant. Bien sûr, maintenant la science conventionnelle, elle reconnaît que l'environnement contrôle l'activité des gènes, et ce n'est pas le contraire, d'accord? Et cette science, elle est appelée aujourd'hui l'épigénétique. Donc ce n'est pas de la génétique, mais c'est l'épigénétique. Donc alors, par analogie à cette histoire de boîte de pétri, il considère l'être humain comme une énorme boîte de pétri qui contient 50 trillions de cellules couvertes avec de la peau. En fait, c'est une communauté d'organismes vivants. Alors, c'est quoi le milieu de croissance? C'est quoi l'environnement? En fait, c'est notre sang. Le sang, il est considéré comme le milieu de croissance. Donc, on est tout à fait, comme il l'explique ici, comme il le demande dans cette image, ici, on est au fait des autobiologistes qui peuvent contrôler les interactions chimiques qui est dans notre sang. À travers quoi? À travers notre nutrition et à travers les idées qui sont dans notre cerveau, ou bien les opérations qui sont dans notre cerveau. Et ça, c'est un concept qui est très très fort. Ça veut dire que ça nous donne au fait la liberté de créer notre vie au fait. Pourquoi? Parce que si moi je contrôle ma biologie, je peux contrôler mes réactions, je peux contrôler ce qui se passe dans mon corps et donc je peux contrôler ma vie. Alors, comment il explique ça, au fait? C'est que quand l'esprit, ou bien le mind en anglais, il va recevoir l'expérience de l'amour, le sentiment de l'amour, il va demander, ou bien il va commander au niveau du cerveau, il va lui faire une commande, bien il va ordonner au cerveau. Le cerveau, il va sécréter des neurochimiques, comme par exemple la dopamine, l'oxytocine, et aussi l'hormone de croissance. On verra tous ces hormones plus tard dans ce chapitre. Donc, quand ces éléments chimiques, si on revient à notre expérience de Petri, les éléments chimiques qui sont sécrétés quand on ressent de l'amour, qui sont la dopamine, l'oxytocine et l'hormone de croissance, si on les rajoute dans ces boîtes de Petri, qu'est-ce qu'on observe? Qu'est-ce qu'il a observé plutôt? Il a observé que les cellules exposent une croissance, c'est-à-dire elles commencent à grandir, une croissance saine et robuste. Ce qui induit ce qui explique généralement pourquoi on est en meilleure santé quand on est amoureux. Au contraire, par exemple, quand il a rajouté les hormones du stress, quand est-ce que l'être humain il sécrète les hormones de stress? C'est lorsqu'il perçoit quelque chose de menaçant. Il a peur de quelque chose ou il est en danger, donc il commence à ce qu'on appelle le stress. Il commence à sécréter l'hormone du stress dans le sang. L'hormone du stress et aussi des agents inflammatoires qu'il appelle le cytokine, par exemple cytokine. Alors, quand il a rajouté ces hormones-là, ou bien ces agents neurochimiques dans ces boîtes de Petri, qu'est-ce qui s'est passé? Ces cellules ils se sont arrêtées de grandir. Il y a eu un arrêt de croissance de ces cellules. Et ils peuvent même causer la mort. Donc ça, c'est une chose qui est super intéressante. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? C'est que le stress, au fait, il va causer que l'énergie du corps va être utilisée pour les mécanismes de défense. Donc moi, je suis en situation de danger. Par exemple, si j'ai un lion qui est devant moi, je dois courir. Donc là, je suis dans une situation de danger. Donc ça, c'est ma perception. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter l'hormone du stress. Donc le stress, il va récupérer toute l'énergie du corps pour me défendre, en fait. Pour courir ou bien me défendre. Donc, ça, c'est, on va dire, l'intérêt biologique de l'hormone du stress. Mais en réalité, quand on est stressé, qu'est-ce que ça va causer? Ça va causer, en fait, toutes les maladies.
il est responsable de 99% des visites médicales. Pourquoi? Parce que toute mon énergie, elle va aller dans les mécanismes de défense. Elle n'est pas dans les mécanismes de croissance. Voilà. Donc, chose aussi intéressante qu'il explique ici, c'est ce qu'il appelle l'ABC of the Mind-Body Biology, ou bien l'ABC de la biologie, de la relation entre l'esprit et le corps. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Donc, vous avez ce qui se passe quand on est dans une situation. Donc, il y a au fait 3 phases. Donc, la première phase, c'est quoi? Donc, le cerveau, ou bien le brain, qui est différent du mind, donc le cerveau, il va faire la perception de l'environnement. La perception, c'est quoi? C'est à travers les signaux externes, à travers la vue, l'odorat, la lumière, la douleur. Donc là, c'est une perception. Donc le cerveau, ici en B, il a perçu l'environnement. Le mind, ce que je traduis moi comme esprit ou que j'aurais pu traduire par l'intellect ou bien l'intelligence, lui, il va faire une interprétation. Ça veut dire quoi? Il va donner une explication à ces informations qui ont été perçues. D'accord? Suivant cette interprétation, suivant cette explication que le mind il a donnée, que l'esprit a donnée aux informations reçues par le cerveau, il va commander, le mind, il va dire au cerveau, il va dire voilà ce qui se passe. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme une machine en fait, le cerveau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sécréter on va dire les neurochimiques qui sont dédiés à un comportement particulier. Ça veut dire, soit il va s'engager dans une réponse positive de croissance. Si j'ai une interprétation positive, par exemple, la personne elle est en train de ressentir de l'amour, quel qu'il soit, un sentiment positif, le cerveau, il va sécréter des hormones ou bien des neurochimiques de l'amour. Si ma perception est que je suis en danger ou que j'ai peur, le cerveau, il va sécréter les hormones de stress. D'accord? Sinon, il peut toujours ignorer si le signal n'est pas important pour notre survie. Voilà. Donc, les éléments neurochimiques sécrétés dans le sang, ils vont réguler au fait les comportements des cellules via l'épigénétique. Donc, tout organisme vivant lit et répond aux informations de l'environnement lors du processus de perception. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Donc notre cerveau, il va lire les signaux de l'environnement, comme la lumière, le son, les odeurs, la température, la douleur, qui sont enregistrés par les récepteurs du système nerveux. En se basant sur notre instinct et notre expérience personnelle et professionnelle. Donc là, le mind, il va se baser sur l'expérience, notre expérience personnelle de vie, et puis notre instinct aussi. Il va examiner ces signaux-là et il va donner une interprétation ou bien une explication. Une signification en fait, un jugement et une signification qui est en relation avec notre survie. D'accord? Donc, si on est amoureux ou si on est en train de courir loin d'un danger, notre cerveau, il va calibrer la biochimie qui est dans notre sang, qui, elle, contrôle notre biologie et notre génétique selon la perception de notre esprit. Donc, il donne un exemple intéressant pour expliquer ceci, c'est que, par exemple, lui, il aime les aliments très épicés. Donc, alors que d'autres personnes, par exemple, moi, j'aime pas tout ce qui est épicé, tout ce qui est hot. Donc, moi, si je vois quelqu'un qui est en train de manger quelque chose de épicé, je vais dire, oh, c'est trop épicé, moi, je pourrais jamais. Pourtant, la perception du cerveau, c'est la même. Le cerveau de Bruce, il a perçu des éléments, c'est-à-dire il a goûté un élément épicé. Moi, j'ai goûté un élément épicé, donc c'est la même perception. Par contre, notre interprétation, elle est différente. Son interprétation à lui, elle est liée avec le plaisir. Oh, c'est agréable, j'adore les éléments épicés. Mon interprétation à moi, elle est ah non, c'est pas bon, j'aime pas, etc. Donc vous voyez que même pour la même perception, le cerveau, il peut avoir plusieurs interprétations. Donc lui, son interprétation, que c'est quelque chose d'agréable, il va commander, on va dire, les neurochimiques de la sensation de plaisir. Alors que moi, mon mind, mon esprit, il va commander les neurochimiques par exemple, du stress, ou bien, oh, ça brûle, etc. D'accord? Donc, il donne un autre exemple pour simuler plutôt le fonctionnement du cerveau
il va le simuler à une machine, donc il n'y a pas de dessin ici, à une machine mixeur de couleurs, qui va s'assurer de donner exactement le temps qu'on désire. En fait, c'est comme une machine qui va mélanger toutes les variations du vert, les variations du rouge, du bleu, pour nous produire une nuance désirée. Il n'y a pas un seul rouge, ni un bleu, ni un seul bleu, ni un seul vert. Plutôt, il y a des milliers de variations de chaque couleur. Alors, comment il a fait cette analogie? C'est que le cerveau, au fait, dans le cerveau, les couleurs, ce sont les hormones. Et les éléments neurochimiques que le chercheur ont liés avec la biochimie de l'amour. C'est-à-dire, d'un côté, on a les différents éléments neurochimiques qui sont reliés au sentiment amoureux. Et puis de l'autre côté, vous avez le cerveau qui va mixer tout ça selon l'interprétation. C'est-à-dire, si je ressens de l'amour, mon cerveau il va me mixer un petit peu de ça, et un petit peu de ça, et un petit peu de ça, il va me le jeter dans le sang, et je vais ressentir ce sentiment d'amour. D'accord? Donc, il va plus loin. Donc, pour décortiquer la relation, on va dire, la relation amoureuse. Donc, au début d'une relation, le cerveau va commander ce qu'il appelle la passion, ou bien rouge passion, en sécrétant beaucoup de testostérone dans la mixture. Donc le testostérone, c'est l'hormone qui est responsable du désir, c'est-à-dire je suis attirée physiquement à cette personne-là. On le verra par la suite en détail. Après, si tout se passe bien, le cerveau, si tout se passe bien, c'est-à-dire si mon interprétation de cette relation, oui, ça va bien, tout va bien, mon cerveau, il va commander, on va dire, l'hormone maladie d'amour, rose. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette mixture? Il y a beaucoup de dopamine qui va me motiver à la poursuite d'encore plus de plaisir. C'est-à-dire, la personne, quand elle est au niveau de la dopamine, elle se sent bien. La dopamine, elle va me pousser à encore aller vers cette personne-là. Donc, une fois qu'on est convaincu qu'on a trouvé la bonne personne, ou bien the one, le cerveau, il va commander c'est l'amour de ma vie, lavande. Lavande pour dire la couleur. Hein. Il est en train de faire l'analogie entre la machine de couleur et le cerveau. C'est une mixture qui est très lourde avec les boosters de liens humains, qui est l'hormone oxytocine en fait, et vasopressine, pardon, et très peu de sérotonine, d'accord? Donc c'est une mixture, en fait c'est la mixture de l'attachement, du lien. On est attaché à cette personne, qui implique qu'on est de plus en plus attaché et obsédé par cette personne, ou bien par cet amour. Et quand on est dans cet état, au fait, pour Dr. Bruce, il dit on est dans le happily ever after, c'est-à-dire que votre cerveau il va mixer la potion encore fou d'amour et qui contient beaucoup d'hormones de câlin, ou bien l'hormone d'attachement qui est l'oxytocine. Et c'est comme ça qu'il explique l'effet de lune de miel, ce qu'on ressent au fait quand on est en lune de miel, au départ de toute relation amoureuse. On est dans les airs, on est comme dans les nuages. Pourquoi? Parce qu'on est arrivé au stade où il y a beaucoup d'oxytocine dans notre corps. Donc l'intérêt de parler de ça dans ce livre, c'est que d'un côté, il nous dit que l'environnement, c'est lui qui nous contrôle rappelez-vous, c'est l'environnement qui contrôle ce qu'il y a dans le sang. Et donc, si moi, je contrôle mon environnement, je peux créer par mon interprétation, je peux créer cet ensemble d'hormones dans mon corps et vivre le honeymoon. Et ça, c'est une idée super intéressante. D'accord? Donc là, toujours dans ce chapitre-là, il parle des différents hormones, ou bien des différents neurochimiques. Donc le premier, c'est le testostérone et l'œstrogène. L'œstrogène, bien sûr, c'est l'hormone féminin, et le testostérone, c'est l'hormone masculin, qui sont responsables de l'accouplement. Ce sont les hormones du luxure, ce qui contribue à l'attirance physique, ou bien le désir sexuel qu'on ressent pour l'autre. Donc, quand il s'agit seulement d'une relation physique, l'hormone sexuelle pour les hommes est le testostérone, comme on l'a dit plus tôt. Donc, plus connu dans les mâles alpha. C'est-à-dire quand on dit « Oh, c'est un mâle alpha », donc il a beaucoup de testostérone. Et ce genre d'hommes, ils sont généralement intéressés que par des relations physiques et non pas d'un lien à long terme. L'œstrogène, c'est l'hormone sexuelle féminin qui est connue chez la femme pour la fertilité féminine. D'accord? Donc ça, c'est vraiment au départ de la relation. Au départ, on va dire, c'est l'attirance physique, c'est le regard, c'est le...
Alors, la deuxième hormone dont il parle dans son livre, c'est la dopamine, qui est l'hormone du plaisir et de l'envie. Donc, comme on a vu tout à l'heure, l'oestrogène et le testostérone, ce sont les deux hormones qui sont responsables, c'est-à-dire qui poussent à la relation physique dans un couple. Donc, cela dit, sans plaisir, l'être humain ne pourra pas s'engager dans l'activité physique, sexuelle, de manière fréquente, et donc de propager la race humaine. Il ne pourra pas propager la race humaine si ce n'était pas agréable. C'est la dopamine qui est, en fait, c'est l'hormone du dopamine qui est responsable de ce plaisir-là. Son rôle, il est crucial car il nous pousse au fait à répéter des expériences agréables. Quand le niveau de dopamine il est élevé, généralement la personne n'est pas sous la couverture, toute seule à la maison, mais elle est plutôt motivée à sortir et à expérimenter au fait la vie. Donc la dopamine, elle est synthétisée et sécrétée dans la partie intérieure du cerveau. Donc là, il explique un petit peu. Dans la partie intérieure du cerveau, appelée le ventral tegmental et le nucleus accumbens. Voilà, donc dans ces parties-là, c'est des parties qui sont étroitement liées au circuit plaisir-récompense. Donc ce circuit, il est activé par plusieurs activités agréables et qui peuvent, c'est-à-dire le danger de ces activités agréables, c'est qu'ils peuvent devenir addictives. C'est-à-dire on devient dépendant de ces activités-là. Par exemple, comme la cocaïne, l'héroïne, les relations sexuelles, les jeux d'argent, aussi le shopping, ou bien le fait de manger des aliments très caloriques, sucrés, le sucre par exemple. Donc si on stimule trop ce circuit-là, c'est-à-dire si on fait la chose trop, par exemple on commence à faire trop de shopping, ou bien manger trop d'aliments sucrés, ou bien, je sais pas, la drogue, les jeux d'argent, etc., ils peuvent générer une envie désespérée, c'est-à-dire on va avoir toujours besoin de revenir, une répétition, à chaque fois on va répéter. Et ce qui peut être risqué et compulsive, et ce qui est caractéristique des comportements des toxicomanes. Il y a eu plusieurs expériences dans ce sens-là sur la dopamine. Par exemple, une expérience intéressante est celle des rats, où on stimule leur circuit de plaisir-récompense, qui synthétise la dopamine. Bien sûr, la stimulation flaira, ils l'ont fait à l'ordre de 7000 fois par heure. Donc vraiment, c'est une vraie stimulation, beaucoup. Donc généralement, les rats, qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent de stimuler le circuit que de se nourrir. Ils préfèrent aller, par exemple, appuyer sur le bouton qui stimule leur circuit de plaisir-récompense que d'aller se nourrir, ou bien carrément de s'occuper de leur nouveau-né. Hein. Par exemple, s'ils ont un petit nouveau-né. Donc, ce qui reflète donc le comportement des mamans, des femmes toxicomanes qui négligent tout simplement leur bébé en faveur d'une drogue, de la drogue. Donc, les humains, ce qui est très intéressant comme conclusion, c'est que les humains, s'ils ont l'occasion, ils préfèrent stimuler de manière répétitive le circuit plaisir-récompense en négligeant les relations personnelles, l'hygiène, en une faveur de dose de dopamine, qu'on a vu chez les drogués, tout ça. Qu'on a vu ça chez les drogués. Plutôt qu'on voit ça chez les drogués. Donc, alors, il parle aussi d'expériences intéressantes sur les couples en amour. Donc, en 2000, il parle de l'expérience qui a été faite à l'université College of London en 2000 par Andrea Bartel et Semir Zaki. Ça a été fait sur 17 étudiants qui ont reporté qu'ils étaient follement amoureux. Et ils ont commencé à scanner leur cerveau au moment où ils regardaient des photos. Et à chaque fois qu'ils voyaient les photos de leur amoureux, ce circuit-là, le circuit du dopamine, il est activé, le circuit plaisir-récompense. Chose qui n'arrivait pas s'ils regardaient une photo de personnes simples, ou bien d'amis simples, dont ils n'étaient pas amoureux. Donc ce qu'ils ont constaté, c'est que c'est le même circuit de récompense, de plaisir-récompense qui est activé quand on est fou amoureux. Vraiment, c'est la même région qui a activé chez les toxicomanes et chez les rats dont on a fait les tests de dopamine. Donc, en fait, quand on est amoureux, cela fait le même effet parce que c'est la même zone du cerveau qui est activée, comme sniffer du cocaïne. Donc, ce qui explique les heures d'attente interminables devant le téléphone et l'attente, en attendant que l'autre personne appelle ou bien qu'on puisse quitter notre travail pour suivre notre amoureux. Donc, c'est ce qui explique certainement la défaite aussi et le désarroi que la personne qui est amoureuse ressent quand la relation se termine.
Donc, bien sûr, les divorces, ils sont expliqués par le fait que l'intensité de ce sentiment, ben, induite par la dopamine dans le sang, ne dure qu'une année ou deux pour la majorité des couples. Voilà, donc c'est pour ça qu'après 2 ans, donc ça rechute et les problèmes commencent et les gens généralement divorcent. Pas généralement, mais beaucoup d'entre eux divorcent. Donc cela dit, donc aussi il y a eu des recherches qui ont été effectuées, ce qui est intéressant et dont ils en parlent ici, sur des couples qui disent avoir toujours ce sentiment amoureux après 21 ans de mariage. Donc en scannant leur cerveau, donc ils ont détecté que la même zone du plaisir récompense, riche en dopamine, elle est activée dans le cerveau. Pareil que dans les nouvelles passions. Donc l'effet honeymoon, en fait, ou bien l'effet lune de miel, il peut être entretenu durant plusieurs années. Donc il suffit de savoir comment le faire, au fait. Donc naturellement, biologiquement, il dure pendant 2 ans. Donc le cerveau, il sécrète de la dopamine. Mais c'est-à-dire en utilisant des techniques spéciales, on peut toujours créer cet effet-là. Donc les chercheurs, ils ont trouvé par contre, dans les mariages à longue durée, où il y a toujours cet effet de dopamine, les chercheurs ont trouvé d'autres régions du cerveau activées, qui est responsable de l'attachement, et celle qui peut moduler l'anxiété et la douleur. Donc ceci suggère que les relations d'amour romantique à long terme offrent un bonus spécial, qui est le plaisir du dopamine associé avec le calme qui vient avec un long terme et solide attachement. Donc pour Bruce Lipton, Dr. Bruce Lipton, en fait c'est la définition scientifique du happily ever after, ou bien être heureux pour toujours, c'est-à-dire l'effet lune de miel. Donc une autre hormone aussi sécrétée dans le corps, c'est la vasopressine. La vasopressine, pardon, c'est une hormone qui est responsable de l'attachement et de l'agression. Donc les recherches ont été faites sur des animaux. Les animaux, c'est des hamsters au fait monogames, appelés les prairivoles, qui sont monogames, contrairement à leurs cousins les hamsters meadow, qui eux ne le sont pas. Donc, dans cette recherche-là, cette hormone-là, la vasopressine, elle a été liée avec l'addiction et la fidélité et le fait d'avoir un territoire chez les mâles. Parce qu'il est plus sécrété chez les mâles hamsters que chez les femelles. Et aussi, il augmente l'agressivité du mâle quant à la protection de son territoire. Il parle aussi de la célèbre hormone l'oxytocine, qui est l'hormone de l'attachement. Si la biochimie était simple, tout ce qu'on aurait besoin, ça aurait de l'oxytocine. C'est la célèbre hormone qui a la réputation d'être la drogue au fait de l'amour, la potion magique et l'hormone de confiance. Donc au départ, l'oxytocine était connue surtout comme l'hormone qui stimule les contractions de l'utérus durant l'accouchement et aussi durant l'allaitement. Aussi, ça expliquait l'attachement en fait intense de la maman avec ses enfants. Mais plus tard, la recherche toujours sur des femelles hamsters, prairivoles, qui sont monogames, ils ont démontré que comme la vasopressine chez les mâles, l'oxytocine elle stimule au fait l'attachement avec un partenaire mâle. Et il se situe dans le fameux circuit plaisir-récompense. Donc avec ça, les femelles, elles apprenaient à lier la sensation de plaisir avec leur partenaire, exactement comme font les humains au fait. C'est-à-dire, ça devient agréable au fait d'être attaché à quelqu'un. Voilà, donc par rapport aux humains, donc il y a une étude suisse qui a été faite sur 47 couples et à laquelle on a donné à la moitié un spray nasal d'oxytocine. C'est-à-dire on a fait un spray nasal d'oxytocine à la moitié. L'autre moitié, c'était un placebo, c'est-à-dire ils leur ont rien donné. C'est au fait juste pour contrôler le résultat de test. Donc après, les couples, ils ont participé dans une discussion conflictuelle filmée, c'est-à-dire face à une dispute, soit quelque chose qui n'allait pas. Donc ceux qui ont eu de l'oxytocine, ils ont exhibé plus de comportements positifs l'un vers l'autre et moins de comportements négatifs et un niveau plus bas de cortisol. Le cortisol qui est l'hormone du stress.
Donc d'autres études aussi, elles suggèrent que l'oxytocine il stimule la confiance. Ils ont demandé, par exemple, ils ont donné de l'argent à des participants en leur demandant de les investir avec une autre personne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné un spray nasal sur la moitié d'entre eux, un spray nasal d'oxytocine, et l'autre moitié, c'était un placebo, c'est-à-dire juste pour contrôler le résultat du premier groupe. Les personnes qui ont reçu le spray d'oxytocine étaient 2 fois plus susceptibles de donner leur argent, c'est-à-dire d'avoir confiance. Ce qui est assez intéressant comme recherche. L'Institut national de la santé mentale aux USA, ils ont démontré aussi que les sujets qui ont reçu un spray nasal d'oxytocine, avant de regarder des images menaçantes, avaient beaucoup moins d'activité dans le centre responsable de la peur au niveau du cerveau. Donc tout ça, c'est des recherches qui sont super intéressantes, qui nous expliquent un petit peu l'effet de l'oxytocine sur la biologie humaine. Donc bien sur internet, je ne sais pas si vous le savez, moi je ne savais pas, mais apparemment sur internet, on vend ces sprays nasales pour promouvoir la confiance, par exemple dans un couple, pour les célibataires qui cherchent des relations, pour les vendeurs qui veulent que leurs clients leur font confiance immédiatement. Mais bien sûr, réellement, comment on crée l'oxytocine dans un couple? C'est tout simplement pour le promouvoir, c'est de démontrer de l'affection en s'embrassant, en se touchant, en se prendre dans les bras, et aussi les relations sexuelles. Alors ça, c'était pour l'oxytocine, qui est l'hormone phare, hein, c'est l'hormone de l'amour. Vous avez aussi le sérotonine. Sérotonine, c'est l'hormone de l'obsession en fait. Donc toujours, il explique, ou bien il parle ici de différentes recherches qui ont été faites pour cette hormone-là. Donc en 1999, des chercheurs de l'université de Pisa ont étudié le niveau de sérotonine chez 60 personnes. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? 20 d'entre eux étaient follement amoureuses. Ils ont pris 20 personnes dont ils étaient follement amoureuses. 20 d'autres ils avaient des troubles obsessionnels compulsifs, ou bien ce qu'on appelle OCD. Et les autres, ils étaient neutres. Ils n'étaient ni amoureux, ni avaient des problèmes dans leur tête. Donc, ils ont découvert quelque chose de bizarre et d'intéressant. C'est que le niveau de sérotonine était très bas. Il était semblable chez les personnes amoureuses comme les personnes qui souffraient d'obsession compulsive. Chose qui est intéressante. En fait, ça explique pourquoi au début d'une relation, généralement, la personne passe plus de 4 heures par jour à penser à cette personne-là. Mais ceci ne dure que très peu de temps. En fait, ils ont repris les mêmes personnes. Et le niveau de sérotonine, il a repris à un niveau normal au bout d'une année. Donc, on devient moins obsédé par notre partenaire au bout d'une année. Parce que le niveau de sérotonine, il reprend. Donc, un niveau plus bas aussi de sérotonine est aussi associé avec la dépression, la violence et la rage. Ce qui explique la rage et la colère que ressent un amoureux quand il est laissé. Donc c'est parce que le sérotonine il descend, et donc voilà, on devient un petit peu enragé, énervé. Bien sûr, certaines personnes ils peuvent ainsi arriver à la violence, mais la majorité ils vont ressentir de la misère pour un certain moment. Après ils vont recommencer à guérir et à vivre, surtout s'ils rencontrent une autre personne très rapidement. Donc, je trouve que ce chapitre, il est super intéressant du fait qu'il nous explique la base scientifique, au fait, ou bien ce qui se passe dans notre corps quand on ressent de l'amour, ou bien le sentiment de l'amour. Donc, même si on peut prendre artificiellement l'oxytocine et la stérotonine, pardon. Donc, il a été démontré, il faut faire attention parce qu'il a été démontré scientifiquement qu'ils ont beaucoup d'effets secondaires. Car dans le corps, tout est une synergie au fait. Les hormones, ils travaillent entre eux. Rappelez-vous la machine mixeur de couleurs. Donc c'est vraiment très compliqué et très complexe. Donc les chercheurs, ils ont conclu qu'il n'y a pas au fait un bouton unique qui va nous permettre de devenir de meilleurs humains. Par contre, une meilleure stratégie serait de fabriquer cette potion d'amour. Pour fabriquer cette potion d'amour, et au fait de se concentrer sur son esprit ou bien son mind. Car c'est lui qui va commander la biochimie, qui va correspondre à notre perception. C'est-à-dire, si on est dans une perception, dans des idées d'amour, dans des idées positives, notre corps, il va créer cette biochimie. Exactement. Si on est dans une perception de haine, ou bien de violence, ou bien de peur, eh bien notre corps, le mind, il va commander notre corps
à créer cette biochimie pardon, de stress et de cortisol. Et donc sur ce, j'aurai terminé ce chapitre-là. Donc je vous dis bon courage et à très bientôt. Rendez-vous pour le chapitre prochain dont il parle des 4 minds du couple. En fait, dans un couple, il n'y a pas de mind, mais il y en a 4. Donc, qu'on va découvrir dans ce chapitre-là. Allez, au revoir.